le bâtiment principal de l'organisation, Omega. On y entend une voix. « Patron, ça fait déjà 3 ans que je n'ai pas pris de vacances. Je suis fatigué. Ne me donnez plus de mission ce mois-ci. Je veux partir loin, sur une île, pour me reposer. » Yan Yi, président de l'association Omega, répond « Tout ce que tu as à faire, c'est de sauver l'otage. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. » Cependant, le brun continue de résister. Il a crié qu'il allait partir en vacances. Ce brun était Bai Chunyuan, le lion blanc, l'alpha, chef du service tactique. Yan Yi décide de retenir le jeune homme en lui indiquant le montant à payer pour ce petit travail. 200 000. Cependant, Bai Chunyuan affirme que ce n'est pas du tout une question d'argent. Yan Yi a trouvé une autre idée pour faire changer d'avis le brun. Il lui tend son ordinateur portable et lui demande de regarder d'abord la vidéo, puis de prendre sa décision. Dans cette vidéo, un blond se tenait près d'un grand aquarium, et on lui disait qu'on lui garantissait que cet article était extrêmement rare, car, peu importe combien de temps il chercherait, il ne trouverait jamais rien de similaire. Bai Chunyuan demanda d'un air pensif, « Du trafic d'êtres vivants ? On ne peut plus le sauver, il va tout simplement mourir. À vue d'œil, ce bassin mesure environ 3 mètres sur 6. Le temps que j'y arrive, il sera déjà... » Mais soudain, le brun fait une découverte incroyable qui le laisse sous le choc. Ce blond n'avait pas de jambes du tout. Il avait une queue, c'était une sirène. Yan Yi soulève sa tasse de thé et dit « Comme tu peux le constater, ce n'est pas un être humain, mais un sujet d'expérience extrêmement dangereux. Et d'après nos données, vous présentez une compatibilité olfactive parfaite. » Il a ensuite ajouté « Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a une demi-heure, nous avons reçu un message de sa part nous demandant de l'aide. Il n'a rien dit. Nous avons communiqué uniquement en morse. Tu veux savoir ce qu'il a tapé ?» Bai Chunyuan murmura d'un air pensif. « White Lion, Bai Shi. » À l'aquarium, le blond a posé sa main sur sa joue et a murmuré « Bai Shi. » Étant un sujet d'expérience très précieux, le sirène Lanbo et moi-même avions autrefois été enfermés dans le même compartiment afin que les chercheurs puissent observer notre comportement, pensa Bai Chunyuan en son fort intérieur. Il se souvient de Lanbo et du fait que ce garçon était très beau et tendre, mais il suffisait à Bai de baisser un instant sa garde pour que son cœur perde aussitôt sa sérénité. Bai Chunyuan était absolument ravi de ce voisinage, jusqu'à ce qu'un événement terrifiant se produise. À ce moment-là, Bai Chunyuan avait déjà oublié que les sirènes étaient à l'origine une espèce dangereuse, et qu'elles possédaient en outre une puissance de combat sans précédent, mais qu'elles étaient extrêmement instables en tant que cobayes pour des expériences. Bai Shi était plongé dans ses pensées. À ce moment-là, le président de l'Union tentait de le ramener à la raison et l'appelait par son nom. Yan Yi s'approcha du brun et dit « Bien sûr, ça doit te mettre mal à l'aise que ton ex fasse appel à toi précisément, mais si tu ne veux pas y aller, je ne te forcerai pas. » À ce moment-là, Bai Shi répond que ce n'est pas du tout son ex, qu'ils ne sont que des amis. Après cela, le brun demande d'un ton déterminé au président de l'Union de lui envoyer les coordonnées de ce type. Bai Shi répond qu'il est prêt à se rendre immédiatement auprès de Lanbo, un aquarium à l'abandon. À cet endroit, 2 jeunes hommes observaient attentivement le comportement d'un roussalki aux cheveux blonds. Lanbo a posé ses mains sur la vitre et a regardé les garçons. À ce moment-là, Russala portait un collier particulier autour du cou. L'un des garçons a effleuré le triton. Il a esquissé un sourire narquois et a dit « Regardez, nous n'avons pas touché à son joli petit visage, même si nous lui avons fait bien souffrir. » À ce moment-là, l'homme de corpulence plus corpulente répondit « Une Russale Oméga, c'est vraiment un jouet rare. Ça me plaît, et son prix est tout à fait raisonnable, mais cet endroit... » C'est alors qu'un jeune homme aux cheveux foncés, avec des oreilles sur la tête, a déclaré « Ne vous inquiétez pas, une centaine de gardes sont en service sur le site, et nous avons également 2 mercenaires alpha de 2e rang. Même un moustique ne passerait pas devant eux. » L'un des hommes en conclut brusquement qu'il perçoit une odeur très forte et envahissante. Il s'est tout de suite demandé d'où elle provenait. À ce moment-là, la radio d'un des présents, qui portait une veste, s'est mise à fonctionner, et on a entendu une voix dire « Vous m'entendez ? Mon Oméga est très puissant, alors, si cela ne vous dérange pas, remettez-le-moi simplement pour qu'il ne vous fasse pas de mal. C'est une balle. La porte est tellement épaisse qu'elle est à l'épreuve des balles. Je frappe encore et encore, mais personne ne m'ouvre. » Répète la voix dans la radio. Tous les présents se sont mis sur leur garde, mais cela ne leur a été d'aucune utilité, pas plus que leurs armes. Le jeune homme a lui-même enfoncé cette porte sans peine et a repoussé les hommes au loin. Le garçon aux cheveux foncés tremblait de tout son corps et demandait à celui qui venait d'apparaître « Mais qui est-il donc ?» Bai Shi ajuste ses gants et se présente. Dès qu'il l'a aperçu, le Russal a immédiatement tenté de s'en approcher le plus possible. En un clin d'œil, Bai Shi a sorti son pistolet et a tiré directement sur l'aquarium. À ce moment-là,
Tout le monde observait la scène avec inquiétude et demandait au jeune homme ce qu'il comptait bien faire. D'un geste habile, Baïch frappe la vitre avec son pistolet, ce qui fait que beaucoup d'eau s'est déversée à l'extérieur, et en même temps que l'eau, le sirène lui-même est apparu à l'extérieur. Lambeau tremblait de tout son corps. Baïch regarda Russell d'un air un peu hautain et lui demanda s'il était encore en vie. Lambeau se contenta de fermer les yeux. Il lui fallait un peu de temps pour s'habituer à l'atmosphère qui régnait. Baïch lève légèrement la jambe et dit « Avant, j'étais tellement furieuse parce que tu m'avais rappelé mon ventre, mais maintenant, tu es devenu si fragile. » Soudain, le brun remarqua quelque chose qui le surprit énormément. Lambeau lui a touché les mains. Il a pris la main de Baïchi et l'a regardé avec un air compatissant. Baïchi a retiré sa main. Il n'était pas très enclin à ce genre de contact physique. À ce moment-là, le triton a toussé un peu, et il toussait du ketchup. Et dès que ses sensations se sont estompées, Russell a souri et s'est approché de Baïchi. Il a de nouveau serré la main du garçon. Leurs doigts se sont entrelacés, et Baïchi n'y voyait même pas d'inconvénient. Baïch jeta un regard attentif à la sirène. À ce moment-là, les pupilles du brun se rétrécirent, les doigts des garçons s'entrelacèrent dans un contact délicat. Mais après cela, sans prévenir, Baïchi retira brusquement sa main, ce qui laissa le blond complètement abasourdi. Mais soudain, Lambeau sentit quelqu'un lui toucher l'épaule, ce qui le fit sursauter violemment. C'était Baïchi. L'instant d'après, il prit Lambeau dans ses bras et la regarda droit dans les yeux. La jeune femme aux cheveux bruns sentit à quel point ce garçon était froid. Baïch tenait très fermement Lambeau par la queue. Il ne voulait pas que le garçon tombe par inadvertance. Baïchi se remémore des moments qui se sont déroulés il y a 3 ans. Baïchi a l'impression que Lambeau est resté le même qu'à l'époque. Aujourd'hui, sa température corporelle est bien supérieure à celle d'une personne normale, au point qu'un simple baiser suffisait à le brûler, ce qui le faisait immédiatement hurler. Baïch se souvient qu'après 2 ou 3 verres, il se mettait à pleurer à tel point qu'au petit matin, on aurait pu ramasser des perles sur ses cils. À ce moment-là, le blond s'est penché pour rapprocher son visage de celui de Baïchi. Baïch tenait Lambeau dans ses bras et demandait, perplexe, « Mais qui lui a fait ça ?» Avant d'ajouter d'une voix plus douce, « Prouve-le. » Lambeau sort son pistolet et l'observe attentivement. Lorsque le triton a regardé dans la direction de l'un des hommes, celui-ci a tendu la main vers l'avant et s'est écrié haut et fort que ce n'était pas lui et qu'il n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Lambeau, quant à lui, ne voulait même pas l'écouter. Il a immédiatement visé cet homme et était prêt à tirer. En un instant, le triton a ôté la vie à cet homme. Tout s'est passé très vite et dans un grand fracas. Finalement, les garçons s'apprêtaient à quitter les lieux ensemble. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, le triton, assis sur les bras de Baïchi, se mit à abattre les hommes les uns après les autres. Un peu de temps s'était écoulé. Baïchi et Lambeau se retrouvèrent seuls tous les deux. À ce moment-là, le brun baissa les yeux vers le sol. Il n'aurait jamais pu imaginer que les sirènes puissent utiliser un neutralisateur de fer. Peu après, Baïchi a demandé à voix basse au blond de ne pas bouger, car elle voulait l'aider. À ce moment-là, Baïchi a mordu le blond au cou et, d'un geste brusque, a arraché le dispositif métallique de contention qui se trouvait dans son cou. Lambeau, le diable marin électrique, Oméga. Son problème de pression glandulaire est désormais résolu. La sirène possède un pouvoir unique. Il s'agit de la capacité à différencier un courant descendant d'assaut. Lambeau maîtrisait particulièrement bien l'électricité. Baïch a porté Lambeau dans ses bras pendant encore un bon moment, puis ils se sont arrêtés près d'une moto impressionnante, et à ce moment-là, le jeune homme aux cheveux foncés sort une bombe de poche de sa poche. Baïch s'assoit à l'arrière de la moto avec le sirène, et avant de partir, il lance une bombe, puis démarre aussitôt. Le jeune homme se dit alors que ces points de vente illégaux doivent être détruits. Baïch et Barnley roulaient à toute vitesse, et derrière eux retentissaient d'énormes explosions. Lambeau fut très surpris lorsqu'il les entendit. Pendant ce temps, Baïchi s'écriait « Allez, il faut se tirer de ce trou au plus vite !» 2 heures plus tard, chez Baïchi, on entend le journal télévisé. Une explosion a retenti cet après-midi dans le sud de la ville. Le nombre de victimes n'a pas encore été déterminé. Selon les informations, l'explosion aurait été provoquée par l'éclatement soudain d'un aquarium, ce qui a entraîné un court-circuit dans un circuit d'alimentation vétuste, rapporte la journaliste dans son article. Pendant ce temps, Baïchi mange des chips avec appétit. Il regarde dans la télévision avec Lambeau. Tandis que celui-ci a les yeux rivés sur l'écran, Baïchi écoute les informations, mais consacre surtout son attention à son paquet de chips. Peu après, Baïchi regarde en direction de Russell et dit « Tes bandages ont absorbé beaucoup d'eau. Enlève-les et arrête de mouiller le sol. » Cependant, Lambeau n'avait absolument rien compris à ce qui venait d'être dit. Il regarda le brun d'un air perplexe et demanda dans sa langue « Quoi ?» Baïchi tourne la tête vers la sirène. Le garçon était très en colère et lui demandait «
Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi, ou tu crois que ça te rend plus mignonne. Tandis que Lanbo continue de regarder le garçon d'un air perplexe. Mais très vite, Lanbo comprit le sens de certaines expressions, notamment « tu es mignon ». Il fut ravi d'entendre cela de la bouche de son interlocuteur. Lanbo a esquissé un large sourire et un léger rougissement est apparu sur ses joues. Il a ensuite confié à Baishi qu'il était lui aussi très mignon. Baishi regardait le Rusal avec indignation. Les garçons ont continué à regarder la télévision. C'est alors que Baishi s'est demandé ce que le sirène avait bien pu en tête, vu qu'il se comportait ainsi. Lanbo fronça les sourcils et regarda plus attentivement devant lui. Tout à coup, il attrape la bouteille et la mord, comme s'il s'agissait d'un aliment. Baishi joignit les mains et dit d'un ton agacé « Lanbo ». Baishi a proposé au garçon de l'accompagner aux toilettes, puis, sans attendre de réponse, il a attrapé le blond par la queue et a commencé à le traîner derrière lui, tandis que Lanbo continuait à ronger la bouteille. Lanbo poussa un profond soupir et se résigna à aller aux toilettes. Quelques secondes plus tard, les garçons se retrouvèrent dans la salle de bain, qui était assez spacieuse. Baishi lève la douchette et regarde la blonde droit dans les yeux. Il ouvre le robinet et le jet d'eau s'abat directement sur la sirène. Lanbo est tranquillement assis à sa place. L'eau coule lentement sur lui. Mais après les soins aquatiques, Lanbo remarque que Baishi sort des ciseaux et commence à couper les bandages qu'il porte aux mains. Pris au dépourvu, le sirène se fige sur place. Lorsque Lanbo eut un peu repris ses esprits, il se mit à se débattre avec acharnement, ne voulant pas laisser Baishi faire ce qu'il voulait. Cependant, le brun lui demanda de se calmer et de ne pas bouger. D'un geste habile, Baishi saisit les deux mains de Rusal, les leva au-dessus de la tête du blond, lui serra fermement les poignets et se mit à couper les bandages. Baishi passe ses ciseaux près des mains du sirène. À cause de cela, celui-ci a été pris d'une vive frayeur. Lanbo n'a d'autre choix que de frapper le brun avec sa longue queue, car ce genre de manigance avec des ciseaux ne lui plaît pas du tout. Baishi resta figé sur place. Il ne s'attendait absolument pas à un tel comportement. Baishi prononça haut et fort le nom de Rusal et le regarda d'un air, alors que Lanbo détournait le regard. Il n'avait absolument pas l'intention de se plier aux règles imposées par Baishi. Mais Rusal se tourne tout de même vers le brun et lui demande « Hein ?» tandis que le garçon penche légèrement la tête. Baishi serra fermement le poing et continua à fixer Rusala, ce qui laissa Lanbo perplexe. Baishi jette la bande de côté et dit « Ça me fait mal de devoir t'aider. Débrouille-toi tout seul. » Quant à Baishi, il se pencha et se mit à réfléchir. Et pourtant, c'est un poisson des profondeurs. Même si ses bandages mouillés retiennent l'humidité sur sa peau, il a tout simplement besoin d'être dans l'eau. Baishi a trouvé une solution provisoire. Il a attrapé Lanbo par la queue et l'a emmené vers la machine à laver, estimant que c'était la meilleure solution pour l'instant, et que d'ici peu, il serait prêt à acheter un aquarium digne de ce nom pour le petit. Baishi n'a eu aucun mal à fourrer la sirène dans la machine à laver. Car celle-ci était suffisamment grande et spacieuse, Baishi demande au blond de s'asseoir dans la machine à laver et de se reposer, tandis que lui-même a l'intention de partir. Lanbo s'appuya les mains sur le bord de la machine à laver, marmonna « Quoi ?» et regarda Baishi s'éloigner. Baishi est, quant à lui, retourné dans sa chambre. Il a allumé la télévision et s'est mis à regarder les informations. Il entend « À l'heure actuelle, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. » D'après les conclusions de l'enquête, des traces d'usure des circuits électriques ont été constatées sur les lieux de l'accident. Aucun signe d'intervention humaine n'a été détecté. Mais ce moment si agréable est interrompu par un coup de fil. C'est le patron qui appelle. Baishi poussa un profond soupir, prit son téléphone et décrocha. C'est alors qu'il a entendu Yan Yi lui demander « Où es-tu » Baishi a répondu laconiquement qu'il était chez lui. Yan Yi s'exclama d'un ton inquiet « Tu as vraiment ramené ce cobaye chez toi et, qui plus est, tu as désactivé son suppresseur de fer de ton propre chef ?» Cela semblait à Yan Yi un acte extrêmement irréfléchi. Baishi a répondu que c'était bien le cas, puis a demandé « Et alors ?» Après tout, lui aussi avait un tel suppresseur. Et ça fait un mal de chien. Yan Yi se recoiffe et demande « Tu sais au moins à quel point il est dangereux ? Tu veux que je lance un avis de recherche contre lui ?» Soudain, Baishi s'aperçoit qu'au même moment, un autre garçon l'a appelé. Il s'agissait de Lu Shanjin. C'est alors que le jeune homme, s'adressant poliment à son patron, dit « Patron, c'est l'oncle Jin qui m'appelle, je vais donc raccrocher. Il doit avoir quelque chose d'urgent, je le rappellerai. » À ce moment-là, Yan Yi s'écrie d'un ton mécontent « Baishi Yuan !» Baishi coupe la communication téléphonique avec Yan Yi, décroche le combiné et demande « Allô, qu'est-ce qui se passe, oncle Jin ?» Jin décide alors d'aller droit au but. « Oui, il y a une affaire pour laquelle j'ai besoin de ton aide. » Baishi haussa les sourcils et demanda « C'est donc ce que vous voulez ? Pour que j'aide votre fils à réussir son examen ?» Baishi fut très surpris.
Il objecta alors « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Que ferais-je si ces gamins se mettent à pleurer après un seul coup de pied ?» Jin demande simplement au jeune homme de jouer le jeu, de ne pas montrer sa force et de faire semblant d'être un peu bête. Beishi a accepté, mais a également ajouté qu'il aimerait demander quelque chose à son oncle Jin. Le jeune homme aux cheveux foncés fronça les sourcils et répondit qu'il écoutait attentivement. Beishi s'est levé et a dit « J'ai un ami qui a fait une petite bêtise et qui se cache chez moi en ce moment, mais le patron veut l'arrêter. C'est un bon combattant, et l'équipe de votre fils manque justement de monde. Est-ce que je peux l'emmener avec moi ?» Beishi répond que son ami n'a pas de jambes, ce qui rend ses déplacements un peu difficiles. Oncle Jin a ajusté sa cravate et a dit qu'il avait de la peine pour cet handicapé. Puis il a ajouté « Bon, pas de problème, je vais en parler à Yan Yi. Il est déjà handicapé. À quoi bon retenir cet enfant? C'est injuste. » Beishi a dit « Oncle Jin, il m'est arrivé quelque chose. Je ne peux donc plus parler. » Beishi ouvre brusquement la porte de la salle de bain. Il aperçoit un sirène qui se repose dans la machine à laver, entouré d'une multitude de bulles. Beishi fut consterné. Il ne s'était absenté qu'une minute, et voilà qu'il y avait déjà un tel désordre. Beishi s'approche de la machine à laver et éteint le bouton qui a fait apparaître toutes ces bulles. Le brun s'efforce de toutes ses forces de garder son sang-froid. Lambo avait peur. Il s'est recroquevillé, faisant comme s'il n'avait rien à voir avec tout ça. Beishi demanda, d'un ton rageur aux sirènes, pourquoi il avait versé autant de poudre. Tout en posant cette question, le jeune homme désigna la poudre du doigt. Lanbo le regarde d'un air perplexe et répète dans sa langue. « Quoi ?» Beishi serra fermement le poing. Il était très en colère et s'écria « J'avais pourtant débranché la machine exprès. Comment as-tu bien pu la mettre en marche ?» Lambo continuait à regarder le brun. À un moment donné, sans s'en rendre compte, il lança un éclair avec sa queue. Beishi s'est écrié et a demandé à Lanbo de maîtriser ses pouvoirs. Lanbo a été très troublé par ces cris stridents. Peu après, Beishi saisit Lanbo par le bras et lui dit d'un ton fermement « Si tu refais un coup pareil, je te mets à la porte, sans aucune pitié. » Lanbo rougit vivement et jeta un regard innocent à Beishi, faisant semblant de n'y être pour rien. Beishi a pris Lambo dans ses bras après l'avoir sorti de la machine à laver, puis le brun a déclaré « On dirait que je vais quand même devoir t'acheter un aquarium bien grand, un de ceux où même une baleine pourrait tenir. » Peu après, Beishi arriva dans le salon et installa le blond sur un canapé confortable. Beishi a regardé le garçon droit dans les yeux et lui a dit d'un ton ferme « J'ai commandé un repas à livrer, donc dès que tu entendras sonner à la porte, ouvre simplement pour réceptionner la commande. » Lanbo a rougi vivement et a secoué la tête. Beishi, quant à lui, prend une serpillière, s'essuie le front et dit qu'il n'a pas une minute de répit depuis que la sirène est apparue chez lui. Beishi s'est rendu dans la salle de bain et s'affaire actuellement à essuyer les flaques d'eau sur le sol près de la machine à laver. Soudain, il entendit sonner à la porte. Il se tourna alors vers Lanbo et lui dit « Lanbo, c'est le livreur, ouvre la porte. » Cependant, le garçon n'obtint aucune réponse et appela donc à nouveau Russal. La brune trouva suspect que tout soit devenu si calme. Elle se dit alors que Russal était peut-être sorti pour aller à la rencontre du livreur. Cependant, lorsque le brun a jeté un coup d'œil vers la porte d'entrée, il a aperçu le livreur et Lanbo, qui avait mordu le jeune homme. Beishi était sous le choc. À ce moment-là, il murmura « Lanbo ». Beishi s'est remis à crier. Il a tendu la main vers le livreur et s'est excusé auprès de lui, expliquant qu'il s'agissait de son petit frère et qu'il était un peu bizarre depuis son plus jeune âge. Beishi a pris la commande des mains du livreur et, avec un sourire gêné, a expliqué que son frère avait des habitudes alimentaires étranges. Quant au livreur, il tremblait de peur et voulait se tirer de là le plus vite possible. Dès que Beishi a accepté la commande, la carrière s'est envolée sans tarder. Quant à Beishi lui-même, il serrait les dents, car il en voulait beaucoup à Russal. Il a murmuré « Lanbo ». Et à ce moment-là, le Russal s'est recroquevillé très fort, pris d'un mauvais pressentiment. Beishi lança au jeune homme un regard sévère et perçant, puis poussa un profond soupir. Beishi ferme les yeux et se dit que c'est exactement ce à quoi il fallait s'attendre de la part de Russal. Il s'efforce de ne pas crier inutilement sur le blond. Alors, il pose la main sur la tête de Russal et le caresse, tout en pensant que Lanbo n'a jamais vécu en dehors des murs du laboratoire et qu'il ne connaît tout simplement rien du monde extérieur. Lanbo était reconnaissant envers le jeune homme pour le calme et l'amabilité dont il avait fait preuve à son égard. En réponse, il tendit la main à Beishi. Beishi prend tristement conscience que ce garçon n'a été élevé que dans un seul but, se battre et semer la destruction dans ce monde. De plus, on l'obligeait à donner la vie à un combattant encore plus parfait. Beishi se dit qu'il est simplement tombé amoureux de l'image idéalisée de Lanbo. Ses souvenirs réchauffent vraiment l'âme et le cœur de la brune.
Ils ne sont remplis que des meilleurs moments. Cependant, Baish se rend compte aujourd'hui que, par le passé, Lanbo et lui-même n'étaient que des pions utilisés pour atteindre un objectif, car même ces rares moments de joie qu'ils ont partagés, même cela se déroulait sous le regard d'autrui, et ces hommes continuaient à observer comment les garçons passaient de bons moments ensemble, même lorsque tout se passait comme prévu. Ils surveillaient de près la quantité d'odeurs dégagées. Baishi a supposé que Lambo était peut-être dépourvu de sentiments depuis sa naissance, et que par conséquent, la notion de trahison n'existait tout simplement pas pour lui. En y réfléchissant, Baishi sentit la haine qui lui serrait la poitrine s'apaiser quelque peu, mais elle pensait tout de même qu'elle ne pouvait toujours pas pardonner à ce garçon. Et même s'il ne peut pas le laisser partir, non pas en tant qu'amoureux, mais simplement en tant que bon ami. Baishi estime que s'ils n'étaient que des amis, ce serait bien aussi. Baishi estime que 48 heures suffiront pour prouver au président Yang que Lanbo n'est en aucun cas un sujet d'expérience dangereux, susceptible de devenir incontrôlable. Baishi est prêt à tout mettre en œuvre pour que Lanbo décroche un poste chez Omega et, à l'avenir, lorsqu'ils deviendront collègues et passeront du temps ensemble, ils ne s'ennuieront certainement pas. Baishi s'étire et annonce aux sirènes qu'il l'emmènera avec lui demain et qu'ils reviendront dans 2 jours. Lanbo jette alors un regard intéressé en direction du brun. Baishi tourna la tête vers lui et dit « Le fils de l'oncle Jin passe son examen de tactique demain. Je compte l'aider à se hisser parmi les 3 premiers. Il y a une place libre dans l'équipe, je vais donc t'emmener avec moi. » Lanbo répondit par un laconique « Ouais. » Baishi a également ajouté « Cet examen ressemble un peu à un jeu. Tu n'as pas besoin de te battre. Retiens bien que tu n'as rien à faire. Il suffit de me signaler où tu te trouves, c'est tout, » dit le brun en levant le pouce. Cependant, Lanbo n'a pas saisi le sens de ses paroles. Il lui a semblé que Baishi lui disait qu'il allait devoir se battre, alors le rusal s'est mis à réfléchir. Le garçon eut un éclair de génie. Il serra les poings et regarda devant lui avec espoir. Baishi jeta un coup d'œil à Lanbo. Il avait un mauvais pressentiment à propos de ce type, qui semblait un peu trop satisfait de lui-même. L'arène d'examen. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde et c'était très animé ici. Tout le monde s'était rassemblé pour montrer son savoir-faire. 2 garçons se trouvaient dans les tribunes. Lu Yang a murmuré « Hier soir, mon père, il a dit qu'il avait un petit-neveu qui allait lui aussi passer l'examen et qu'il allait même amener avec lui un handicapé. Bi Langsing, un ami d'enfance, mais aussi l'amoureux de Lu Yan, Anchar. Alpha caressa la tête de Lu Yan et tenta de lui remonter le moral. « Ce n'est pas grave. Vas-y et batte-toi. Je te protégerai. » Lu Yang a gonflé les joues et, rougissant, a répondu « 4 personnes doivent travailler comme un tout. Mais chez nous, ce n'est pas une équipe, c'est juste 2 personnes avec une remorque. Ça ne veut rien dire. » Soudain, Lu Yang s'aperçut que quelqu'un s'était approché d'eux. Il fut particulièrement surpris lorsqu'il vit les sirènes. Baishi portait des lunettes de soleil très stylées. Il lève la main et salue les gars. À ce moment-là, Lanboy a un élastique dans la bouche et s'apprête à attacher tous ses cheveux en queue de cheval. Lu Yang s'est tourné vers son ami et lui a demandé « Langsin, cet Alpha, il parle comme un vrai playboy. » Puis Langsin a demandé au garçon ce qu'il entendait par là. Lu Yang répond de manière philosophique à cette question. Sa voix est à la fois douce et légèrement rauque, comme s'il n'était pas encore tout à fait réveillé. En somme, on dirait celle d'un Casanova de fumeur. Baishi s'est adressé aux garçons et leur a dit que Lanbo et lui n'avaient encore jamais passé cet examen. Il a ajouté qu'il comptait sur leur aide. Baishi enlève ses lunettes et ajoute « On est encore des débutants, alors on va essayer de ne pas gêner notre frère Lu, d'accord ?» En entendant cela, Lu Yang a commencé à paniquer encore davantage. Tout à coup, les garçons entendent quelqu'un leur demander « Hé, comment s'appelle votre équipe ?» D'autres jeunes se sont approchés du groupe et leur chef a lancé d'un ton moqueur « Si jamais on se croise dans l'arène, on ne vous battra pas pour éviter que vous ne soyez éliminés dans la honte dès le premier jour. » Baishi a souri et a dit « Et alors, quelle importance ?» Il a laissé ces gars-là frapper sans se soucier de rien. Lu Yang s'est interposé entre Baishi et le chef de cette bande et a déclaré d'une voix forte « Tu te crois le plus cool ici, hein ? À raconter toutes ces conneries avant l'examen, tu ne fais que te ridiculiser. Ta mère ne t'a pas assez aimé quand tu étais petit, c'est ça ? Tu fais partie de l'équipe Sifflement du vent, c'est ça ? Je me souviens de toi, alors ne t'avise pas de nous suivre, et si tu te retrouves dans la même zone que nous, je te fendrai la tête. » Baishi s'empressa de calmer Lu pour qu'il ne dise pas de bêtises. Baishi propose à tout le monde de se rendre ensemble à l'entrée de l'arène. Baishi était perplexe lorsqu'il a appris que leur équipe avait été baptisée, peu importe, frappe simplement. Le garçon ne comprenait pas pourquoi ils avaient choisi ce nom. Lanbo désigne le système, et Baishi comprend alors que tout cela est le fruit d'un malheureux hasard. Lorsque cette dispute ridicule a éclaté, les premiers mots que Baishi a lâchés ont été automatiquement reconnus par le système.
L'un des garçons enfile son maillot et demande à Baishi quel est finalement le nom de leur équipe. Baishi ne sait pas trop quoi répondre. Il aimerait changer le nom si c'est possible. Mais Baishi s'est alors rendu compte que c'était impossible et a décidé de laisser tomber le titre et de le laisser tel quel. Lanbo continuait à se comporter comme d'habitude. Cette fois-ci, il a pris les lunettes de Baishi et s'est mis à les mâchouiller. Baishi essaie de se concentrer sur l'examen. Il dit « Bon, on se dépêche et on passe en mode combat, mais laissez-nous, à nous les débutants, un peu de temps pour nous mettre dans le bain. » En prononçant ces mots, Baishi tend à Lanbo des lunettes de plongée. Baishi lui-même s'est plongé dans la réalité virtuelle. Une question s'est posée dans l'esprit de Baishi. « Waouh, on est en pleine immersion en réalité virtuelle ici. Ce test serait-il vraiment aussi avancé que ça ?» Baishi entend les mots suivants. « Bienvenue à tous les participants. Je suis ravi de vous voir à cet examen de niveau avancé de combat en équipe. Veuillez prendre connaissance du règlement. Les règles sont les suivantes. Fixez les détonateurs à votre ceinture et accomplissez votre mission dans le temps imparti. Sinon, vous serez éliminé par une détonation automatique. Pour chaque dizaine d'adversaires éliminés, vous obtenez une étoile. Pour réussir l'épreuve, il faut obtenir 3 étoiles. » Baishi sentit qu'il était devenu quelque peu inquiet. C'était surtout pour Lanbo qu'il s'inquiétait et il jugea nécessaire de le retrouver. Il s'y rendit donc, conformément à la règle. Baishi réfléchit un instant. Il comprit qu'il devait obtenir 3 étoiles. Il se souvenait que son oncle Jin lui avait conseillé de ne pas se faire remarquer. Mais il fallait tout de même que ce petit lapin obtienne de meilleures notes. C'est pourquoi 5 ou 6 étoiles suffiraient. Une voix a annoncé aux participants le début de l'examen. C'est alors que Baishi a regardé tout ce qui se trouvait dans la salle. Baishi décide avant tout de retrouver Lanbo, car elle s'inquiète beaucoup pour lui. À ce moment-là, Lanbo se trouvait près d'une des fontaines du quartier. C'était dans sa nature d'être attiré par l'eau. Derrière le jeune homme se trouvaient 2 autres jeunes. L'un d'eux brandissait un couteau et savourait déjà la victoire sur son adversaire. Baishi s'est inquiété lorsqu'il a découvert cette scène. C'est alors que le deuxième garçon sort lui aussi son épée et commence à brandir son arme. Mais le triton n'est pas aussi facile à battre qu'il n'y paraît. Il a surgi de l'eau, et quand les garçons ont aperçu sa longue et magnifique queue bleue, ils se sont écriés « Un poisson ? Non ? Un triton ?» Lanbo a plongé dans l'eau d'un coup sec. Tout s'est passé si vite que les garçons n'ont même pas eu le temps de réagir. Puis il refait surface et d'un geste brusque de la main, lacère les carotides des gars, ne leur laissant aucune chance de l'emporter. Désormais, tous les joueurs entendent l'annonce suivante. Frappe sans hésiter. Lanbo a exécuté Zhengju. Frappe sans hésiter. Lanbo a exécuté Mofei, un point supplémentaire à la note d'examen. Baishi se précipita vers Lanbo. Il s'écria le nom du sirène avant même d'avoir eu le temps de le rejoindre. Baishi s'est approché du garçon. Je lui ai demandé de ne pas bouger. Baishi a effleuré le visage du sirène et l'a examiné attentivement, essayant de déterminer s'il présentait des blessures. Peu après, Baishi s'approche encore davantage de Lanbo et lui demande d'un ton inquiet. « Ne te montre que si je te le demande. Le reste du temps, tu ferais mieux de rester caché quelque part à l'écart, pour que personne ne te trouve. » Lanbo se contenta de répondre par un « Ah !» Alors Baishi se dit en son fort intérieur « Ce poisson n'obéit jamais aux ordres. S'il s'agit de marquer 5 ou 6 étoiles pour le lapin, c'est un jeu d'enfant. Mais empêcher Lanbo d'en marquer plus de 7, ça, c'est déjà un problème. » Baishi baissa la tête et demanda « Au fait, on dirait que ta prononciation est devenue bien plus claire qu'avant. Répète donc, Baishu Nian. » Baishi a effleuré la joue du sirène, qui a murmuré d'une voix un peu hésitante « Bei ». Baishi a souri et a demandé au blond de ne pas se presser, puis a répété son nom syllabe par syllabe. Lanbo faisait de son mieux. Il prononça les syllabes Bai, Shu, Ni. Baishi caresse les lèvres du sirène du bout des doigts, tandis que celui-ci prend un air sérieux et répète Bei. Baishi s'approcha davantage du blond et demanda au sirène « Oublie ça. Et si on choisissait quelque chose de plus simple? Appelle-moi petit frère Shu. » Puis Lanbo prononça ces mots. Il semblait que c'était effectivement plus facile pour lui de s'exprimer ainsi. Baishi a félicité Lanbo et lui a demandé de continuer à s'entraîner. À ce moment-là, les regards des 2 garçons se sont croisés. Baishi posa ses mains sur les épaules de Lanbo et se pencha légèrement, se rapprochant encore davantage de son visage. Baishi prononça le nom de la sirène d'une voix douce. À cet instant, les joues de la brune se couvrirent d'un rouge vif. Lanbo continuait à regarder Baishi dans les yeux, sans détourner le regard. Lanbo effleura les lèvres du brun, puis s'écarta. Baishi dit d'un air gêné « C'est toi. Si on n'était pas en examen en ce moment, je… » Lanbo se contenta de répondre « Quoi ?» Yan et son ami se sont approchés du couple et leur ont fait remarquer qu'ils n'avaient même pas encore accompli leur mission.
mais qu'ils s'étaient déjà cachés ici pour échapper à tout le monde et se détendre. Ils se sont tout simplement assis sur les genoux de Yan, les jambes pendantes. Yan a remarqué Lanbo. Il s'est frayé un chemin à travers Baishi et a dit aux sirènes « Qui aurait cru que tu étais aussi génial? Pour la prochaine mission, tu viendras avec moi. » Lanbo était perplexe face à ces paroles. Baishi serra la sirène contre lui et déclara, le sourire aux lèvres, que Lanbo n'irait pas avec Lu Yang. Baishi, je comprends parfaitement que si l'on laisse la sirène faire ce qu'elle veut et qu'on lui permette de tuer, pas même la moitié des participants ne survivra dans l'arène. Lu Yang a déclaré que Baishi n'avait absolument rien fait et qu'il devait donc se mettre à l'écart et ne pas les gêner. Lanxing rassure les garçons et leur demande d'aller accomplir leur mission. Au lieu de se disputer inutilement, le temps a passé. Baishi répète d'un ton détendu « Tout va bien, continue simplement à tirer, tu peux même vider tout le chargeur, les balles sont gratuites ici de toute façon. » Lu Yang regarde le brun et répond sèchement « Oui, mais ils sont de plus en plus nombreux. » Pendant ce temps, Lanbo continue, par habitude, à tout balayer sur son passage. Lu Yang s'est tourné vers Baishi en s'écriant « Mais qu'est-ce que tu fais au juste? C'est comme ça que tu te venges de moi ?» Baishi, quant à lui, était assis sur un tabouret et ne faisait rien. Lu Yang continuait à crier. Cette fois-ci, il s'écria que les ennemis se rapprochaient de plus en plus et qu'ils allèrent bientôt les repousser. Baishi a dit d'une voix calme « Capitaine, donne-moi ton M25. » Lu Yang a remis le fusil à Baishi. Lu Yang a croisé les bras et a déclaré « Tu oseras au moins sortir la tête ?» 2 membres de l'équipe adverse tiennent notre fenêtre en ligne de mire. Baishi a souri et a demandé au jeune homme de parler plus bas, lui demandant simplement d'observer. Baishi a visé en plissant légèrement les yeux. Le garçon a repéré sa cible et a immédiatement appuyé sur la gâchette. Il a éliminé son adversaire en un clin d'œil. Baishi a éclaté de rire, car personne ne croyait en lui. Or, il avait prouvé qu'il était capable de bien des choses. Après cela, il a lancé le M25 à Lu Yan en lui disant « Tiens ». Le jeune homme a pris Lanbo dans ses bras et a commencé à descendre de la fenêtre avec lui. Avec un sourire aux lèvres et un regard plein d'assurance, Baishi a dit « C'est parti, on va leur montrer ce que ça veut dire. Personne ne s'en sortira. » Les garçons descendent d'un pas assuré. En un clin d'œil, plusieurs de leurs adversaires s'effondrent, à bout de force. Yan s'adresse à Lanxin en disant « Waouh, ils ont donc autant de provisions ?» Le garçon était sincèrement surpris. Après cela, il a proposé à son ami d'aller voir ce que ces gars avaient bien pu dénicher d'intéressant. Lu a aperçu un haut-parleur. Il s'est alors demandé ce qu'il comptait bien faire avec cet objet. Baishi s'est écrié dans le micro. « Mec, la prochaine fois, choisis un meilleur nom pour l'équipe. » Lu Yang avait l'impression qu'ils perdaient tout simplement leur temps. Déjà si limité, au lieu de s'atteler aux missions. Bibliothèque, salle des archives, lieu de la première mission. Baishi et Lanbo sont assis par terre et Baishi se dit « Dossier A, trier des documents. Rien de compliqué, ça me permettra de faire une petite pause. » Dans l'un des documents, les garçons ont lu « Armes pour opération spéciale 15-13, journal de déminage. » Le 25, nous avons placé les sujets d'expérience dans le compartiment de reproduction, où de nombreuses odeurs avaient été diffusées, mais malgré cela, le sujet 15-13 ne souhaite pas procréer avec l'oméga que nous lui avons attribué. Il semble très timide. Après avoir lu ces informations, Baishi a compris qu'il s'agissait d'un journal de bord consacré à une culture expérimentale. Il connaissait ce processus de première main. Baishi ferme les yeux d'un air triste, plongé dans ses pensées, tandis que Lanbo l'observe avec inquiétude. Baishi se souvient des paroles des scientifiques d'autrefois. « Nous avons enfin trouvé notre cher Oméga. Il est tellement mignon, je vous jure, sa beauté. C'est sans aucun doute une création divine, il dépasse tout simplement toutes les normes esthétiques. » Un autre scientifique s'exclama « Dieu merci, cela a plu à l'objet 15-13. Il s'en est lentement approché et l'a finalement touché. Quel dommage que les choses ne soient pas allées plus loin. » Au bout d'un moment, le scientifique s'est exclamé « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vois? Ils ne sont pas tombés amoureux l'un de l'autre, mais regardez ces regards tendres. Je suppose que nous aurons bientôt des bébés et que leurs enfants deviendront nos meilleurs cobayes. Chacun de ces cris de douleur contribuera au progrès scientifique et technique, a confirmé un autre scientifique. À présent, Baishi est revenu de ses souvenirs. Il ouvre les yeux, dans lesquels on perçoit des traces évidentes d'horreur. Lanbo observe son ami d'un air inquiet et dit « Mon petit frère Chu ». Baishi baisse la tête et demande à Lanbo de ne pas s'inquiéter en lui disant que tout va bien. Baishi pense que, quoi qu'il arrive, du moins pour l'instant, Lanbo est toujours à ses côtés, à sa portée, et qu'il devrait donc être heureux. Baishi serre Lanbo très fort dans ses bras. L'essentiel, c'est qu'ils soient là l'un pour l'autre. Tous les autres problèmes peuvent être résolus.
Bêche remarqua que Lanbo, comme à son habitude, était en train de mâchouiller quelque chose. Il repoussa alors légèrement le sirène et lui demanda ce qu'il mâchouillait. Bêche s'est vite rendu compte que Lanbo avait tout simplement mangé les documents qu'il devait trier. Une larme a coulé sur la joue du garçon, car il ne supportait tout simplement pas ça. Soudain, une voix se fit entendre. « Des tâches aléatoires, qu'importe, contente-toi de battre Lanbo. Trier les papiers A, fait. Trier les papiers B, fait. Détruire les papiers C, fait. » Baishi se mit alors à réfléchir à cette dernière phrase. Baishi était ravi. Il s'approcha de Lanbo et lui dit « Eh bien, tu es désormais ma carpe koi légendaire. Toi aussi tu portes chance. » Lanbo poussa un soupir de soulagement. Il était heureux qu'on ne lui en veuille plus. Bêche prit le sirène dans ses bras et, en le regardant, lui dit « Les autres n'ont pas encore fini, alors montons sur le toit pour profiter un peu du soleil et faire une petite pause. » À présent, la voix de l'examinateur annonce au participant qui a été éliminé et qui a remporté la victoire. Baishi leva la tête et se plongea dans ses pensées. Il comprit que, depuis le début de l'épreuve jusqu'à présent, l'équipe des chasseurs de fantômes avait déjà éliminé 30 personnes, ce qui signifiait qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Bêche estime que cette fois-ci, ils sont tombés sur des pros et que ces gars-là ne vont certainement pas abandonner sans se battre, à supposer le brun. Et à en juger par tout cela, ils vont devoir se donner à fond par la suite. Baishi s'accroupit à côté du sirène et lui demanda s'il voulait se battre, tandis que Lanbo se rapprocha en rampant du brin et émit un « gu ». Lanbo s'est placé devant Baishi. Et Baishi a alors demandé au blond « Tu veux me protéger à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure ?» Baishi pense que Lanbo est mal informé sur les technologies modernes et ne comprend pas qu'il s'agit de réalité virtuelle. Pour lui, tout cela ressemble à un véritable champ de bataille. Baishi s'approcha de Lanbo et lui dit « As-tu déjà oublié comment tu m'avais autrefois blessé sans pitié pour prendre ma place dans l'enclos de reproduction, précisément avec moi ?» Baishi détourne le regard et dit « Il se souvient encore des événements de ce jour-là. » Baishi marqua une petite pause, puis dit « Même avec des capacités aussi exceptionnelles, tu avais quand même l'intention de t'opposer à moi, alors que j'ai justement l'intention de te laisser partir pour que tu puisses t'échapper et être libre. » Le blond répondit « Chu. » Baishi a ajouté « Lanbo, je n'ai pas besoin de m'inquiéter autant, et puis il n'est pas obligé d'être aussi cruel. » Baishi s'est approché du blond et lui a demandé ce qu'il comptait faire s'il voulait s'enfuir et que Baishi le renvoyait d'où il venait. Baishi a appuyé son front contre celui de Lanbo et lui a demandé « Tu m'aimes bien ?» Lanbo a poussé un long « Ah ». Luyang, qui a entendu tout cela, demande au brun pourquoi il se moque du sirène, qui n'arrive même pas à lui répondre correctement. Baishi sourit et répond « Petit lapin, ne te mêle pas des affaires des grands. Avec le temps, ma chérie apprendra tout. » Luyang était très surpris que ce garçon appelle Russal sa petite femme. Luyang s'approche brusquement du sirène et lui demande de s'enfuir d'ici, car ce fou veut faire de lui sa femme. Luyang a attrapé le Russal et s'est enfui avec lui aussi loin que possible, tandis que Baishi observait la scène, perplexe. Baishi demande aux jeunes de faire attention à eux, car il a remarqué quelque chose d'anormal. Soudain, un bruit très fort a retenti, et les garçons ont eu beaucoup de mal à l'esquiver. S'ils avaient eu quelques secondes de plus, ils se seraient retrouvés pris dans les flammes. Baishi s'est tourné vers les garçons et leur a signalé qu'il y avait un tireur d'élite au loin. Luyang a répondu d'un ton enjoué qu'il avait parfaitement compris. Luyang a saisi son fusil et a essayé de viser pour toucher le tireur d'élite. Mais il n'y est pas parvenu. Au contraire, le tireur d'élite l'a touché en plein dans la poitrine et du ketchup s'est mis à couler de son corps. Baishi a crié très fort et a demandé au jeune homme de ne pas se montrer, car il semblait y avoir quelqu'un d'autre là-bas, en plus du tireur d'élite. Lanbo tenait un fusil à la main et visait, tandis que Luyang tentait de reprendre ses esprits. Baishi a déclaré « C'est l'équipe de lévrier avec laquelle nous nous sommes disputés avant d'entrer dans l'arène. Lanbo, occupe-toi d'eux. » Baishi a également précisé que Lanbo était doué pour le tir à longue distance et qu'il maniait très bien toutes sortes d'armes. Mais même Lanbo a été touché, et du ketchup a coulé sur son corps. Baishi, inquiet pour son ami, lui a demandé de s'asseoir à l'abri. Lanbo a accédé à sa demande. Lanbo était tellement bouleversé que du ketchup a même commencé à couler de sa bouche. Baishi a regardé son ami et s'est senti encore plus inquiet. La situation était critique. C'est alors que Baishi a déclaré « Je vais le couvrir. Lanbo, va te mettre près de la chaise et toi, va chercher ton lapin. » On entend une voix d'homme non loin de là. Baishi a regardé dans la direction d'où venait ce bruit. Il s'est préparé à tirer au cas où. Baishi tend les bras vers l'avant et vise son adversaire en disant « Donne un régénérateur à chacun », puis une forte déflagration retentit. On demande à Baishi s'ils vont tenter une percée, et Baishi répond « Attends ».
Pendant que nous nous remettons, ces types ne manqueront pas de profiter de l'occasion pour nous tuer. En ce moment, le lapin reçoit des soins intensifs. En effet, il présentait des blessures assez graves. Lambeau avait très peur. Il s'agrippa à sa queue et se mit à la serrer très fort, tout en tremblant de tout son corps. On a demandé à Baishi, ne veut-il vraiment pas apaiser le russal? Après tout, c'est lui l'alpha. Et Baishi a répondu, la blessure n'est pas mortelle, qu'il réfléchisse plutôt à la raison pour laquelle le tireur d'élite l'a pris pour cible. Lanbo, la tête baissée, se perdit dans ses pensées. Pourquoi les choses s'étaient-elles passées ainsi? Il ressentait encore une vive douleur. Baishi regarda Lanbo. Il se dit qu'il ne l'avait pas revu depuis seulement 3 ans, mais que pendant ce temps-là, le sirène était devenu un véritable imbécile. Le garçon aux cheveux verts a raconté cela à Jean. Il était prêt à lui tenir compagnie. Tout en prononçant ces mots, il tenait un lapin. Et le lapin lui-même s'exclama « Occupe-toi de ta petite femme. Moi, je vais aller donner une leçon à ces idiots. Je saurai me comporter comme un vrai homme. » Au final, 2 gars descendent, prêts à remporter la victoire. Yan se sent encore un peu mal. Mais il sort son fusil et commence à viser. Soudain, on apprend par la suite que Lu Yang a tué Xiao Zhe, surnommé le sifflement du vent. Lu Yang était très serein. Il a esquissé un large sourire et a continué à écouter les notifications. La deuxième indiquait qu'il avait tué Xiao Yao, et la troisième qu'il avait tué Xiao Shi. En apprenant cette nouvelle, Baishi s'est dit que ce petit lapin était en réalité très fort. À ce moment-là, un tireur d'élite s'approche furtivement de Baishi par derrière. C'était Xiao Shun, Greyhound, un Oméga. Mais Baishi était plus rapide et plus agile. C'est lui qui a saisi le tireur en premier, par derrière, en lui serrant le cou de la main et en lui disant « Regarde qui on a là, petit chiot. Tu voulais t'enfuir? Viens par ici. » Baishi a fermement saisi le jeune homme par le cou, l'empêchant ainsi de s'enfuir. Baishi a plaqué la tête du jeune homme contre le mur et a pointé son pistolet sur lui. À ce moment-là, il a murmuré « Tu es le dernier survivant de l'équipe. C'est sur toi que je compte maintenant. Si tu veux vivre, ne bouge pas. » Mais le jeune homme répond que Baishi pourrait tout simplement l'abattre. Baishi a pris le garçon en otage et lui a demandé « Je vois que tu es intrépide, mais c'est à toi de décider si tu veux me croire ou non. » Le jeune homme a tenté de repousser Baishi et de pointer son fusil vers lui, mais Baishi l'a arrêté sans grande difficulté. Baishi a demandé « C'est toi qui as tiré sur notre équipe et qui as touché le gamin? Un tir, un mort, mon pote. On va voir si tu as assez de sang-froid. Allons-y. Si tu récupères ces 3 déchets et ton équipe, vous tiendrez peut-être encore 2 jours. » Le garçon fut surpris dès qu'il sentit que le canon n'était plus braqué sur lui. D'une voix stupéfaite, il demanda « Baishi aurait-elle décidé de le laisser partir ?» Baishi ne répond pas et s'en va simplement, se disant qu'il ne s'agit que d'un test, qu'il voulait juste se moquer de lui et qu'il n'a aucune raison de tuer ce type. Baishi a jeté un coup d'œil sous la table et a aperçu une sirène triste qui avait simplement baissé les yeux et restait assise en silence. De peur, Lanbo s'est même recroquevillé en boule. Baishi se sentait gêné de le voir dans cet état. Baishi se mit à réfléchir. Même si les épreuves se déroulaient en réalité virtuelle, la douleur causée par les blessures ne différait en rien de celle de la réalité. Il était donc évident que le corps de Lanbo avait activé ses mécanismes de défense. Lanbo était très affaibli. Baishi l'a alors aidé à se remettre debout, puis l'a serré très fort dans ses bras en lui disant « Allez, tout va bien, ce n'est pas réel. Si tu as mal, laisse-moi simplement te serrer dans mes bras. » Après une brève étreinte, les 2 garçons se retrouvent à nouveau face à face. Peu après, ils s'assirent. Lanbo toucha l'écaille de sa queue et commença à l'arracher petit à petit, puis à la montrer à Baishi. Baishi était perplexe. Il ne comprenait pas à quoi cela servait et demanda donc à Russala. Lanbo ne répondit rien. Il se contenta de désigner à nouveau sa queue et d'en retirer une autre écaille. Puis, il s'est mis à arracher petit à petit les écailles, une à une, et à les remettre entre les mains du brun. Baishi s'est inquiété. Des gouttes de sueur froide ont perlé sur son visage. Il a demandé au garçon d'arrêter de les arracher, car il risquait de se retrouver les fesses à l'air. Mais très vite, Baishi prit conscience de quelque chose. Il comprit que ce poisson pensait qu'il allait mourir et qu'il lui laissait donc une partie de lui-même en souvenir. Baishi ne sait plus comment expliquer à ce représentant d'une nouvelle espèce, qui ne connaît pas la langue, qu'il ne s'agit que d'un examen. Baishi aimerait vraiment qu'on vienne le sauver maintenant. Baishi comprend parfaitement qu'il ne faut pas interrompre de force le processus d'auto-guérison de la sirène, sous peine de lui causer un trouble nerveux. Il ne reste donc plus qu'à attendre qu'elle se rétablisse complètement. Lanbo s'est serré dans ses bras, et à ce moment-là, Baishi a dit « Bon sang, ça fait tellement longtemps que tu n'es pas allé dans l'eau, ta queue est complètement desséchée. Comment fais-tu ça ?» C'est alors que Baishi a dévissé la gourde d'eau et en a versé le contenu sur la tête du sirène,
pour qu'il sente un peu d'humidité. Il a ensuite attiré la sirène vers lui et lui a dit « Tout va bien, tu n'as pas besoin de t'enrouler en boule ». Cependant, malgré toutes ces paroles, Lanbo continue de s'enrouler en boule, tandis que Baishi tente de le dégager de là. Baishu serre à nouveau Lamboi dans ses bras et lui dit qu'elle ne le forcera plus à rien. Baishu baisse tristement les yeux. Une seule pensée lui trottait dans la tête. Il s'y oppose tellement, et je ne peux pas lui dire qu'il ne s'agit que d'un test. Je vais devoir agir par des détours. Baishu regarda la sirène dans les yeux et lui demanda « Lanbo, sais-tu qu'en cas d'urgence, pour sauver un patient, les médecins lui font de la respiration artificielle ?» C'est alors que les garçons se sont regardés, et un silence s'est installé entre eux. Et aussitôt après une brève pause, les garçons se sont embrassés. Baishi a pris cela pour de la respiration artificielle. Baishi s'est éloigné de Russell et lui a dit qu'il était désormais en bonne santé et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. Baishi a également demandé à Russell s'il se sentait mieux. Lanbo baisse les yeux, puis laisse échapper un « Quoi ?» Baishi s'approcha doucement du sirène et lui demanda de se lever et de ne pas faire le mort, car il savait très bien que le blond allait bien. Ces paroles ont touché Lanbo. Il a également remarqué que certaines parties de sa queue étaient dépourvues d'écailles. Lanbo s'est mis à reprendre brusquement à Baishi l'écaille qu'il lui avait lui-même donnée quelques minutes auparavant. Baishi a ressenti ce moment de gêne. Alors qu'il s'approche de la sirène et lui avoue qu'il est en réalité complexé par son apparence, Baishi demande également à la sirène de ne pas oublier de tout recoller comme avant. Il ne restait plus qu'une seule écaille à Baishi. Il leva la main qui la tenait et refusa de laisser la sirène la lui prendre. C'est ainsi qu'il taquinait son ami en lui demandant s'il voulait mettre la main sur cette écaille. Lanbo était tout simplement furieux. Tout se lisait dans son regard et ses expressions faciales. Baishu a éclaté de rire, car il avait fait le pitre pendant tout ce temps, tandis que Lanbo avait pris tout cela trop au sérieux. Lanbo, quant à lui, s'était éclipsé au plus loin. Il ne se sentait pas à l'aise en compagnie de Baishi. Baishu regarda la sirène d'un air pensif, se remémorant les événements récents. Il reporta ensuite son attention sur l'écaille, la posa délicatement et la garda en souvenir. Il l'a ensuite glissée dans la poche de son manteau. Puis il s'est tourné vers l'homme qui se tenait derrière lui depuis tout ce temps et lui a demandé depuis combien de temps il était là, et celui-ci s'est figé de surprise. Il a alors dit « Tu es vraiment doué ? C'est oncle Jin qui t'a demandé d'aider Luyan pour son examen ?» Baishu demande alors au jeune homme de ne pas raconter n'importe quoi et lui dit qu'il est là de son plein gré. Ce type pense que Baishi est clairement l'un des siens, ce qui signifie qu'il lui fait sans aucun doute confiance. Puis ce type a dit « Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est d'où tu connais Lanbo et depuis combien de temps ?» Et au moment où il posait la question, Baishi a allumé une cigarette. Baishi a regardé le jeune homme et lui a dit qu'ils se connaissaient depuis 3 ans, 6 mois et 5 jours. C'est alors que ce type m'a dit « Il y a 3 ans, je participais à des exercices militaires avec mon père, et on nous avait organisé une visite du dépôt d'armes biochimiques de l'Institut de recherche numéro 109. J'étais petit et insouciant à l'époque. Je grimpais partout où je pouvais, et je me suis retrouvé par hasard dans un laboratoire. » Baishi s'est figé et a demandé « Le 109e entrepôt d'armes biochimiques ?» C'est alors qu'il reçoit la réponse. Tant qu'on ne m'avait pas remarqué, j'ai continué à courir là-bas, puis je suis tombé sur un incubateur dans lequel nageait une créature en forme de sphère, la même sorte de sphère dans laquelle Lanbo s'était récemment recroquevillé, dont seule une partie de la queue dépassait. Baishu a demandé ce qui s'était passé ensuite, et on lui a répondu. Ils ne lui ont pas coupé la queue. Le garçon a poursuivi son récit. C'était un morceau tellement long que j'ai eu peur de m'accrocher quelque part, et qu'un des scientifiques finisse par m'attraper. A également ajouté Vi, il m'a attrapé et m'a jeté hors du laboratoire. Mais en réalité, j'entendais encore les cris de cette créature. Baishu réfléchit à ces paroles. Une pensée lui trottait dans la tête. À cette époque, Lanbo avait justement commencé à avoir des problèmes psychologiques dus au stress, au point de m'avoir même ouvert le ventre. Tout cela aurait-il un rapport? Puis Vi s'adresse à Baishi et lui demande « Pourquoi ont-ils fait ça ?» Baishu émet l'hypothèse suivante. Le verre en fusion, s'écoulant naturellement sous l'effet de la gravité, forme des gouttes de verre compactes appelées gouttes du prince Rupert. Si la base d'une telle goutte peut supporter des charges même très importantes, sa queue est en revanche extrêmement fragile. Il en va de même pour les sirènes, a poursuivi Baishi. Lorsqu'il est contraint de se recroqueviller en boule pour s'auto-guérir, rien de l'extérieur n'est capable de le déplier à nouveau. Tel est le verdict de Baishi. Vi a fait remarquer que tout cela était assez cruel. Puis, il a de nouveau entendu la voix de Baishi. Et comment pourrait-on mener ces expériences sans le déballer? Il faut prélever des échantillons de sang et de fluide corporel et étudier la tolérance des phoques à ces substances.
Il faut également connaître les limites en matière de dommages éventuels et de variations de température, ainsi que la force physique et les capacités du sujet. Tout cela nécessite la coopération du sujet, explique Bai Shi. Vi baisse la tête et déclare que Bai Shi est étonnamment bien informé à ce sujet. Bai Shi a répondu « Tout le monde ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Ce n'est qu'une épreuve. Et papa vous a quand même trouvé un accompagnateur pour vous protéger. » Vi baisse la tête et reconnaît que quelqu'un a eu plus de chance. Vi a dit « Lu Yang est pareil, ça m'est désormais égal qu'il soit à toi, je me suis habitué à tout. » Après avoir prononcé ces mots, le jeune homme s'est éloigné puis a ajouté « Oncle Jin se fait trop d'illusions. Je peux mener Lu Yang à la victoire même sans ton aide. » Bai Shi répond que c'est raisonnable et ajoute qu'à 17 ans, il n'aurait pas dit non à un tel cerveau. Après cela, le garçon baisse tristement les yeux et raconte « À l'époque, je ne pensais qu'à me venger de lui. Je n'arrêtais pas de réfléchir à la façon dont je pourrais le réduire en boulettes de poisson si je le croisais. » Bai Shi s'est interrogé sur la question. Serait-il possible que ce garçon cache quelque chose concernant ce qui lui est arrivé dans cet entrepôt d'armes biochimiques de l'université de recherche numéro 109 ? Trajet vers le lieu de la deuxième mission. L'hôpital. Les voitures roulaient à toute allure sur la route. Bai Shi, Lan Bo, Lu Yang et Lang Xing se sont mis en route afin d'accomplir leur mission. Bai Shi tend la main et demande à Russell de lui donner cela. Lambeau ne comprend pas très bien ce qu'on attend de lui et, de ce fait, il pose sa main sur celle du brun. Mais Bai Shi affirme que ce n'était pas du tout de cela qu'il s'agissait. En réalité, il avait demandé au blond de lui donner sa queue. Pendant un instant, un silence complet s'est installé entre les garçons. Russell ne faisait absolument pas ce que Bai Shi lui demandait. Mais à un moment donné, il finit tout de même par se décider et tend, avec une extrême prudence, une partie de sa queue à Bai Shi. Bai Shi touche sa queue et examine attentivement les écailles qui se trouvent en dessous afin de vérifier s'il y a des dommages. Lan Bo reste immobile et laisse Bai Shi l'examiner, sans opposer de résistance ni intervenir. Bai Shi a remarqué une cicatrice inhabituelle sous les écailles. À première vue, on dirait que la queue a été coupée, mais qu'elle a repoussé par la suite. Bai Shi a de nouveau saisi brutalement la queue. Bai Shi comprend tout de même que, pour les sirènes, même 10 cm coupés, c'est comme si on coupait les jambes d'un être humain. Bai Shi sait que, quelle que soit la manière dont la queue de poisson se régénère, la douleur infernale qu'elle a provoquée ne le tourmentera plus jamais. Des souvenirs ont envahi Bai Shi. À cette époque, le 109e Institut de recherche achetait un nombre incalculable de cobayes pour des expériences militaires. Et leur commanditaire comptait bien obtenir le plus doué d'entre eux. Après que Lan Bo eut blessé Bai Shi, ce dernier a passé 2 semaines à se remettre de ses blessures, et ses compétences au combat n'étaient plus ce qu'elles étaient auparavant. En fin de compte, on l'a considéré comme un bouc émissaire et on l'a vendu pour une bouchée de pain à un homme fortuné qui tenait un club de boxe clandestin. Dans cette situation, le petit garçon devait souvent recourir à la violence. Celle-ci était tout simplement inévitable. C'est uniquement grâce à Lu Shanjin, qui a su déceler le potentiel de Bai Shi, que ce dernier a pu sortir de ce cauchemar. À ce moment-là, on s'est occupé de Bai Shi avec le plus grand soin. Et on lui a demandé de ne pas avoir peur, en lui disant qu'on le ramènerait chez lui. Mais Bai Shi ignore comment Lan Bo a vécu ces 3 dernières années au sein de ce 109e institut de recherche. Bai Shi pousse un profond soupir, conscient que la vie de Russell a été très difficile. C'est alors qu'il pose ses lèvres sur l'écaille et l'embrasse. Une pensée traverse l'esprit du garçon. Mais n'était-ce pas justement ce que Lan Bo voulait ? Soudain, on entend un bruit de musique très fort. Tous les jeunes se sont préparés en cas de danger. Bai Shi tend son pistolet vers l'avant et cherche d'où provient ce bruit. Il s'est avéré qu'une jeune fille se trouvait derrière l'arbre. C'est une sonneuse. Oméga. Son pouvoir est une chanson destructrice. C'est une chanson capable d'assourdir complètement l'adversaire. Dumo, un corbeau Oméga, s'approche de Bai Shi. Grâce à son pouvoir de présage de la mort, il est capable de prédire si une cible survivra au cours de l'heure à venir. Le jeune homme s'approche de lui, le salue et lui dit qu'il est le capitaine de l'équipe. Où sont les alphas ici ? Dumo a demandé à Bai Shi s'il souhaitait rejoindre leur équipe. Bai Shi a alors demandé « Nous unir ?» Bai Shi demande à Dumo quelles seront les conditions d'une telle adhésion. Dumo attrapa le jeune homme par ses vêtements et lui dit « Nous n'avons pas l'intention de réclamer des points pour les victimes, mais vous devrez nous accompagner à l'institut de recherche où se trouve notre mission. » Bai Shi s'est éloigné à une distance de sécurité et a demandé comment il devait s'adresser à cet inconnu. Dumo a, de nouveau tiré, Bai Shi par ses vêtements et s'est présenté. Bai Shi a déclaré qu'on pouvait l'appeler simplement Bai. Pour une raison quelconque, Lan Bo était furieux en voyant cette scène. Bai Shi s'en est aperçu et s'est approché de la sirène. Il lui a demandé ce qui s'était passé et pourquoi elle se comportait ainsi. S'ennuie-t-elle donc à ce point ?
Quant à Lanbo, il détourna le regard. Il n'avait pas vraiment envie de parler à Baishi. Mais l'instant d'après, le Rusal toucha le col du vêtement de Baishi et l'attira vers lui, puis leurs regards se croisèrent. Baishi observait le comportement de la sirène, et il lui vint à l'esprit que Lanbo était jaloux de lui. Baishi et Lanbo se trouvaient tout près l'un de l'autre. À ce moment-là, le brun a laissé échapper des effluves. Toutes les personnes présentes pouvaient sentir ces odeurs, car elles flottaient littéralement dans l'air. Lu Yang a couvert ses glandes, car cette odeur ne lui plaisait pas. L'un des gars demande à grands cris si Lanbo est vraiment devenu fou. Et c'est ce même gars qui demande à Rusal d'arrêter tout ça. À ce moment-là, Lanbo lâcha le tissu du vêtement de Baishi et regarda tous les autres. Lanbo, grâce à son odeur, domine tous les autres parfums. Il le fait par jalousie, afin que Baishi ne s'intéresse qu'à lui seul. Baishi s'est interposé entre Lanbo et les autres garçons. Il leur a demandé de rester à distance de Rusal. Baishi se dit alors, Lanbo essaie d'écraser les étrangers par la force, et s'il ne s'arrête pas, ces omégas risquent d'en pâtir. Lanbo veut faire comprendre à Baishi qu'il est vraiment génial. À ce moment-là, tous les autres ne se sentent pas très bien, même s'ils affirment pouvoir tenir le coup. Baishi caressa tendrement la tête de Rusal et dit « Je n'ai pas dit qu'il était meilleur que toi. » Cependant, Lanbo continuait d'être jaloux. Il détourna le regard, vexé, et resta assis en silence. Lanbo continue de répandre son odeur partout, essayant ainsi de faire passer tous les autres hommes au second plan. De plus, le chien remue la queue en effectuant des mouvements saccadés. Il génère une décharge électrique et s'envole dans les airs, attirant tous les regards sur lui. Lanbo est entré par la fenêtre. À ce moment-là, Baishi a pris la tête du groupe en lançant « En avant, entrons et aidons Lian à trouver des hallucinogènes. » Les gars du laboratoire, ça faisait un bon moment qu'ils cherchaient les hallucinogènes qu'il leur fallait. Eh bien oui, il était déjà tard dans la soirée. Baishi trouve un journal portant la mention « Armes pour opération spéciale 15-13 ». Il se tourne alors vers Dumo et lui demande de jeter un œil à cela. Dumo, perplexe, demande « Mais qu'est-ce que c'est donc ?» Baishi ouvre le magazine et dit « Il manque des photos ici, et puisque nous faisons partie de la même équipe, je pense qu'il est très important de partager l'information. » À ce moment-là, Dumo poussa un profond soupir, mais il n'avait pas le choix. Il a avoué avoir trouvé à la bibliothèque des documents relatifs à la mission C, qui faisaient de référence à un certain Shenhumu. Dumo a même pensé pendant un certain temps que le Rusal Baishi était justement sa cible. Baishi posa sa main sur son menton et se plongea dans ses pensées. Il contrôlait délibérément le nombre de meurtres afin de ne pas se faire remarquer lors de l'examen, mais l'apparence de Lanbo attirait trop l'attention. À en juger par tout cela, il devait se montrer plus prudent afin que ses déplacements n'attirent pas trop l'attention. Peu après, Lu Yang rejoint joyeusement les garçons et leur annonce la bonne nouvelle. Il a trouvé les hallucinogènes dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Baishi s'adresse au lapin en lui disant « Allez, laisse-moi t'aider, sinon tu vas te couper les mains et tu dois encore te battre. » Les garçons étaient très contents que la mission soit enfin accomplie. Lanqing pose la main sur la tête de Lu Yang et la caresse doucement, tandis que le garçon sourit et dit « Compte tenu de la récompense pour avoir accompli la mission et du nombre d'adversaires vaincus, on peut obtenir 6 étoiles si on reste en vie jusqu'à la fin de l'examen. » Baishi a entendu cela et a demandé « Combien d'étoiles te faut-il ? Traverser le complexe de l'Institut scientifique n'est pas si simple, donc je pourrais vous accompagner jusqu'au bout, mais je ne sais pas combien d'équipes se battent en ce moment pour les 3 caisses d'armes qui se trouvent ici, et je suis sûr que je ne pourrai pas vous surveiller tous, les petits. » Lu Yang croisa les bras et jeta un regard mécontent vers l'avant, puis demanda au brun « Mais qui est-ce qu'il appelle ses petites chéries ici ?» Quant à Lanbo, il était ravi d'entendre qu'on s'adressait ainsi à lui. Et comme d'habitude, il mâchait l'objet du moment. Baishi s'assoit sur la table et dit aux enfants qu'ils sont tous ses petits chéris. Cela rend Lanbo encore plus nerveux. La sueur lui coule sur le visage et il se met à mordre la canette encore plus fort. Baishi s'approcha de Lanbo et lui demanda s'il avait entendu cela. Baishi se dit que Lanbo montrait rarement son côté possessif, mais il savait parfaitement de quoi ce poisson était encore capable en matière d'intimidation. Lanbo s'est approché de Baishi et l'a embrassé. Baishi s'est dit que même si cela se passait en public, cela ne posait aucun problème pour lui. Baishi ne voit aucun inconvénient à ce que Lanbo le prenne dans ses bras ou l'embrasse, montrant ainsi qu'il est à lui. Peu après, les 2 garçons se sont éloignés l'un de l'autre et se sont regardés. Baishi a remarqué, à l'expression du visage de Rusal, qu'il était vraiment très en colère à ce moment-là. C'est Baishi qui a rompu le silence le premier. Il a dit « Je voulais dire que ces adorables omégas sont mes petits chéris. » Lanbo restait toujours aussi méfiant. Son expression trahissait une colère intense. Lanbo a interprété ces mots d'une manière légèrement différente. Il lui a semblé que Baishi avait dit «
Tu es ma petite Oméga, mon bébé. Lanbo a souri. Il était d'accord avec ces paroles, qui lui faisaient très plaisir. Baishi s'approcha de la sirène et lui dit qu'une fois rentrés à la maison, ils auraient une discussion sérieuse au sujet de son comportement, tandis que Lanbo se rapprochait de Baishi. Cette fois-ci, la sirène se montra très bienveillante. Dumo a dit « Puisque ton groupe a déjà terminé sa mission, tu vas m'aider, d'accord, mon petit frère ?» À ce moment-là, le garçon s'est mis à dégager un parfum. À cause de ce parfum, Lanbo s'est senti mal à l'aise. Il s'est placé devant Baishi, comme pour montrer que ce garçon lui appartenait. Lanbo regarde Domo et lui dit « Viens avec moi !» Et là, le blond avait un regard complètement fou. Dumo observait le blond avec perplexité. Baishi dit « Oui, suis-le, c'est le plus fort. Donc même moi, je suis sous sa coupe. » Dumo observait la scène, et à ce moment-là, une sueur froide perlait sur son front. Cette nuit-là, les gars ont de nouveau pris la voiture et ont pris la route. En chemin, ils rencontrent un membre d'un groupe de chasseurs de fantômes. Il s'appelle Ha So-e et a souhaité bonne chance au garçon. Cependant, ni Baishi ni Lanbo ne lui prêtaient la moindre attention. Il s'efforçait par tous les moyens de l'ignorer. So-e esquissa un large sourire. Il eut l'impression qu'on lui lançait un défi par leur indifférence et leur détachement total. Une sirène a également attiré particulièrement l'attention. À ce moment-là, elle dormait déjà paisiblement sur l'épaule de Baishi. C'est alors que Ha-So-e a dit « Ton petit bonhomme a une drôle de petite tête. Tu veux bien me laisser jouer un peu avec lui? Je te l'échangerai contre un de mes coéquipiers. » Baishi s'est contenté de jeter un regard méprisant à ce type. Cette idée ne lui plaisait pas du tout. Baishi a ralenti, puis avec un sourire, il a déclaré « Échange-toi, crétin, je vais te mordre si fort que tu vas hurler comme une victime. » Ces paroles ont profondément blessé l'ego de Ha-So-e. Il s'est mis encore plus en colère et a lancé un regard fou au garçon. Mais par inadvertance, il n'a pas remarqué qu'il tombait à l'eau. En un instant, sa voiture s'est retrouvée entièrement dans l'eau. Elle commence lentement à couler. C'est alors que Baishi a arrêté sa voiture pour sortir et voir ce qui arrivait à ce type. Baishi et son équipe sont sortis pour regarder la mer. L'un des gars a affirmé qu'il n'y avait aucune information faisant état de décès et qu'il semblait bien qu'ils aient fini par partir quelque part. Lanbo était le seul à sentir la présence de ces gars. C'est pourquoi il a pointé du doigt l'endroit où ils se trouvaient. Et, grâce à ses pouvoirs, il les a fait surgir. Il s'avère qu'ils se cachaient sous l'eau. Mais désormais, ils n'ont plus nulle part où aller. Ils sont entièrement à la merci de Lanbo. Sans montrer la moindre émotion, Lanbo serre fermement sa main en poing. Grâce à ce geste, il a débarrassé cet endroit de ses adversaires. Lanbo a déclaré d'un ton indifférent qu'il ne s'agissait que de mauvaises herbes. Puis Baishi a jeté un regard attentif au jeune homme. Baishi a demandé aux sirènes d'où il tenait ces petits mots, car son frère Shu ne lui avait pas appris ce genre de choses. Baishi demande « Un apprentissage sélectif ?» tandis que le triton s'efforce d'émettre des sons « Shu ». Baishi montre la voiture du doigt et demande à la sirène de monter vite à l'intérieur. Une fois monté dans la voiture, Langsing a appelé Baishi, puis lui a demandé « Tu ne veux pas te calmer un peu ? Je ne sais pas combien d'équipes il reste dans la partie, mais ça ne va pas paraître suspect si tu les élimines toutes et que tu prends la première place ?» Baishi sourit et dit qu'il a oublié cela par inadvertance. Puis il prend Lanbo dans ses bras et lui dit « Bon, pour commencer, on va trouver un endroit où passer la nuit, et ensuite on discutera de nos projets pour demain. » Dumo a dit qu'il y en avait pas mal ici en ce moment. Alors, qui va partager le même lit avec qui? Lanbo lance un regard furieux à Dumo, pensant que celui-ci voulait proposer à Baishi de partager son lit avec lui. On entend la voix de l'examinateur. La moitié de l'examen est terminée. À ceux qui ont tenu bon jusqu'à présent, vous avez bien travaillé. Nous vous invitons à vous reposer un peu. En attendant, voici le classement des candidats en temps réel, à l'hôtel réservé aux candidats à l'examen. C'est là que s'est réuni le groupe de Baishi. Baishi baisse la tête et se dit que, grâce à l'équipe des chasseurs de fantômes, leurs exploits passent au moins un peu plus inaperçus dans le contexte général. Baishi s'adresse aux gars et leur dit « Je n'arrive pas à croire que ce sniper Greyhound de l'équipe Sifflement du Vent soit encore en vie. Fais attention, je l'ai sous-estimé. » Lorsque la femme, sans se diriger vers la réception, demande s'ils ont une chambre de libre, Baishi répond par la négative, et dans ce cas, la femme leur propose 2 chambres doubles. Les garçons ont accepté, puis Baishi a demandé à Lu Yang, son ami, et à Dumo de passer la nuit tous ensemble dans la même chambre. Lu Yang fait la moue et dit qu'il ne veut pas se serrer à 2 dans une petite chambre. Peut-être y a-t-il une autre chambre libre dans cet hôtel, ou bien on pourrait proposer un prix 5 fois plus élevé pour la chambre, ce qui permettrait alors d'expulser l'un des clients déjà installés. Baishi demande comment ce jeune homme a l'audace de tenir de tels propos. Après quoi, Baishi déclare « Ces gens-là sont neutralisés.
les points stratégiques les plus proches sont loin, il ne devrait donc pas venir nous déranger ici. Nous nous retrouverons à cet endroit même à 4 heures du matin. Lan Xin a répondu qu'il avait tout compris, mais le lapin campait sur ses positions. Il ne voulait absolument pas d'une telle issue, et Lan Xin a dû le retenir. Bai Shu et Lambo se sont retrouvés ensemble dans une chambre d'hôtel spacieuse. Tout y était très luxueux. Bai Shu pointe du doigt vers le haut et dit aux sirènes qu'il peut dormir à l'étage. Lanbo se retourne et regarde l'escalier. Il a du mal à gravir ce genre d'endroit, c'est pourquoi l'idée de devoir dormir là-haut le contrarie. Bai Shi s'en est rendu compte et a proposé au blond de dormir ici, tandis que lui s'installerait à l'étage. Lambo a enfoui sa tête dans le dos de Bai Shi, comme s'il ne voulait pas le laisser partir. Bai Shi fut sous le choc, ses pupilles se rétrécirent et son cœur se mit à battre plus fort. Lambo serre bientôt Bai Shi dans ses bras et lui dit « Tu ». Lanbo a enserré le garçon avec sa queue pour s'assurer qu'il ne s'enfuit pas. Il a également demandé à Bai Shi de ne pas bouger. Bai Shi, abasourdi par ce qui se passait, ne savait pas comment réagir. Lanbo se blottit encore plus contre lui et déclare que Bai Shi a une forte fièvre. Le triton ajoute également, d'une voix indistincte, que, pour une raison quelconque, il va souffrir. Bai Shi se dit que c'était la première fois que Lanbo s'exprimait aussi clairement et que sa voix était bien plus mature qu'il ne l'avait imaginé la nuit. Bai Shi a demandé à Russell de ne pas s'approcher autant de lui, car il faut toujours garder une distance appropriée. Bai Shi regarda le jeune homme et lui dit « Il n'y a pas de neutralisateur ici, alors fais attention quand tu es près de moi. Mes instincts sont particulièrement aiguisés en ce moment, ça ne t'inquiète pas ?» Lambo jeta un regard interrogateur au brun. Bai Shi s'approcha de Lambo et vint se blottir contre son épaule, puis il dit que tout cela était vrai. Bai Shi a également ajouté « Quoi qu'il en soit, tu as dû en passer des moments difficiles dans cette cabine. » Bai Shi ne connaissait pas encore à l'époque les règles relatives à la création d'un animal de compagnie chez les sujets d'expérience, mais il l'a appris un jour lorsqu'il s'est aperçu, après l'entraînement, que Lanbo avait disparu. Un scientifique s'est approché de lui et lui a déclaré « Votre compatibilité a échoué. L'Oméga Rusala sera envoyé dans un autre compartiment pour la reproduction, et on t'en livrera une nouvelle d'ici 2 jours. » Bai Shi a appris que, lors de la sélection d'une nouvelle génération, les omégas expérimentaux, dont le nombre est limité, sont répartis par paires jusqu'à ce qu'ils parviennent à transmettre leur patrimoine génétique avec succès à leur progéniture. Bai Shi caresse la joue de Lambo. Il le regarde droit dans les yeux et ajoute « Mais tu es encore si jeune, si fragile. Quoi que je fasse avec toi, le lendemain matin, mon lit était couvert de perles. Et les autres, comment te traitaient-ils » Lanbo baissa tristement les yeux et posa sa main sur son ventre. Bai Shi dit d'un air inquiet « Si seulement j'avais su ce qui allait arriver, je me serais comporté comme tu le mérites. » Bai Shi repose sa question. « Et les autres alphas? Est-ce qu'ils se sont mal comportés avec toi ?» Lanbo était très bouleversé. Les larmes lui montaient aux yeux alors qu'il se remémorait tout ce qu'il avait vécu. Bai Shi s'est penché vers le sirène et lui a demandé de lui permettre d'examiner d'éventuels dommages. Bai Shi examine attentivement la main du sirène à la recherche d'éventuelles fractures. Bai Shi a exercé une légère pression sur sa main pour voir comment cela fonctionnerait. Cependant, Lanbo n'était pas vraiment ravi de cet examen. Il a tout d'abord immobilisé Bai Shi avec sa queue. Puis il s'est carrément penché sur lui. Bai Shi a regardé le jeune homme droit dans les yeux et lui a demandé « Tu es vraiment agressif. Tu comptes me tuer ?» Bai Shi demande aux sirènes de le laisser enlever sa veste. Lanbo continua à regarder le jeune homme pendant un moment. Il était plongé dans ses pensées. Lorsque Lanbo s'est détendu, Bai Shi a pris les devants et s'est approché pour l'examiner. Bai Shi a remarqué une blessure sur le corps de Lanbo. Elle ne semblait pas récente. Il semblait plutôt qu'on ne l'avait pas laissé cicatriser correctement, ce qui avait provoqué à plusieurs reprises une inflammation et une accumulation de pus. Bai Shi a désormais une idée de la raison pour laquelle Lanbo a dû venir. Inquiet, il demande au jeune homme combien de fois cela s'est produit. Bai Shi serra soudainement très fort l'épaule de Lanbo entre ses dents. Puis, après s'être éloigné, il lui demanda « N'est-ce pas ce que tu méritais? Tu voulais me tuer et t'enfuir, mais ça n'a pas marché comme prévu, n'est-ce pas ?» Bai Shi voulait faire de Lanbo une sirène docile. Mais cela ne plaît pas au blond, qui a commencé à se mettre très en colère. Les 2 hommes ne partageaient pas les mêmes valeurs. C'est pourquoi Lanbo se leva en silence et s'apprêta à partir, laissant Bai Shi seul avec ses pensées. Lanbo monte les escaliers, même si c'est une tâche assez difficile pour lui. Une fois Lanbo parti, Bai Shi se retrouva seul. Il baissa la tête, l'air triste. Bai Shi décida de suivre le garçon. Il aperçut sur le lit un objet sphérique inconnu, et près du lit, sur le tapis, Bai Shi a découvert des traces de larmes. Bai Shi était surpris à l'idée que le triton ait pu pleurer. Bai Shi se souvient avoir vu Lanbo pour la première fois allongé sur une couchette dans le laboratoire.
À ce moment-là, le garçon pleurait lui aussi beaucoup, car il ne voulait plus ressentir cette douleur. Le scientifique s'approchait des garçons et leur demandait « C'est un bel oméga, n'est-ce pas? Tu sais bien que l'anesthésie le soulagera de la douleur, alors rassure-le. » Beishe jeta un regard attentif au jeune homme allongé à proximité. Elle remarqua que le blond était très nerveux. Il avait failli déchirer le drap sous lui, c'est pourquoi l'anesthésiste lui demanda de le calmer afin qu'il ne souffre pas. La méfiance de Lanbo était telle qu'on aurait dit qu'il risquait de sursauter au moindre contact et qu'il allait se défendre à tout moment. Cependant, c'est Lanbo qui, le premier, lui tendit spontanément la main. Et cette prudence, visible dans tous ses regards, ne manqua pas de réduire de manière extraordinaire la distance qui les séparait. Mais au moment où leurs mains étaient sur le point de se toucher, Lanbo a brusquement retiré la sienne, puis il a déchiré la peau entre ses doigts avec ses dents, mais il ne l'a fait que pour qu'au final, ils puissent s'agripper encore plus fermement l'un à l'autre. À ce moment-là, les mains de Lanbo étaient froides, mais pas glacées. Cela ressemblait davantage à une fraîcheur, comme une petite brise. Beishe pense que c'est à ce moment précis qu'il est tombé amoureux. À ce moment-là, Baishi se tenait dans la pièce et voyait Lanbo se recroqueviller en boule et se cacher sous la couette sur le lit. Baishi s'est approché d'un pas vif du garçon et a tiré sur la couverture. Il a crié « Hé, à tue-tête !» Beishe touche la boule et dit que tout cela est la faute de Lanbo. Alors pourquoi est-il si en colère? Beishi s'est rendu compte qu'il aurait dû écouter le président et confier cette affaire à son équipe d'experts de l'Union Oméga, qui aurait procédé à un examen complet et à un traitement. Lanbo avait retrouvé sa forme habituelle et, à présent, lui et Baishi étaient allongés, enlacés. Baishi se dit que ce garçon était tellement magnifique qu'il supposait qu'aucun alpha n'aurait pu résister à ce sirène. Beishe considère ce garçon comme un véritable aimant pour Alpha. Beishe embrasse tendrement le blond sur le front et lui dit « Auras-tu envie de t'enfuir une fois qu'on se sera échappé d'ici ?» Beishe serra le blond contre lui et ajouta « Je t'enfermerai dans ma cave et je viendrai tous les jours pour te nourrir et te tenir compagnie. Comme ça, personne ne te connaîtrait jamais et ne pourrait pas t'enlever. » Après cela, le brun a demandé « C'est bon ?» et les deux garçons se sont endormis ensemble. Il est 4 heures du matin. Lanbo est le premier à se réveiller et à ouvrir les yeux. Il s'appuya sur son bras et se mit à observer attentivement Beishi, qui dormait si paisiblement. Lanbo regardait Beishi et réfléchissait. Au cours de ces 3 années où ils ne s'étaient pas vus, ce petit alpha avait perdu toute sa naïveté d'enfant. Et à force de partir sans cesse en mission, sa peau avait beaucoup bronzé. Elle n'était plus claire et douce comme à l'époque où ils étaient enfants. Lanbo est un peu en colère. Quoi qu'il en soit, il trouve quand même que Baishi est très beau. Et en plus, il est devenu plus fort. Même s'il a pris beaucoup de mauvaises habitudes, parmi lesquelles on peut citer le tabagisme et un comportement imprévisible. Lanbo pince les joues de Baishi. Il ne comprend pas comment ce petit lionceau blanc, autrefois si docile et affectueux, qui se fiait à son odorat, a pu se mordre lui-même. Lanbo s'est rendu compte que le plus simple pour lui était de prononcer l'expression Xiaobai. C'est ainsi qu'il a tenté de réveiller le brun. Quant à Lanbo, elle se contente de toucher le garçon et de le serrer fort dans ses bras, pour qu'il continue à dormir tranquillement. Lanbo avait très chaud, mais il n'arrivait pas à se dégager de cette étreinte si forte. C'est pourquoi le gars a décidé de recourir à des méthodes radicales. Il a donné un coup violent au brun, à tel point que celui-ci a même été légèrement projeté en arrière. Beishe ressent une vive douleur. Il se touche la tête et demande à Lanbo ce qui se passe et pourquoi celui-ci le bouscule à nouveau et se met en colère. Beishe s'est écrié qu'il avait passé toute la nuit à apaiser Lanbo avec des parfums, mais que celui-ci s'était réveillé et l'avait même frappé. Lanbo voulait dire quelque chose, mais il n'arrivait absolument pas à le faire. En raison de son impuissance, le jeune homme était furieux. Il lui était de plus en plus difficile de maîtriser ses émotions. Beishe ne voulait pas supporter cela. Il a plaqué Lanbo contre le mur et lui a demandé de se calmer et de ne pas lui mettre les nerfs à rude épreuve. Beishe a entendu un sifflement. Il s'est inquiété pour Lanbo et a demandé au garçon. Il se serait blessé? Beishe a demandé. Ça fait très mal? Tiens bon encore un peu. Dès qu'on sera sorti d'ici, je t'emmènerai à l'hôpital. Cependant, Lanbo ne souhaitait pas recevoir ce genre d'aide de la part de Baishi. Il a donc balancé sa queue et a asséné un coup violent et très douloureux à Baishi, qui a été projeté en l'air avant de retomber lourdement au sol. Lu Yang passait par là et a entendu ces bruits. Il était content de ne pas avoir été logé dans la même chambre que ce poisson, car elle avait même blessé le patron jusqu'au sang, ce qui signifiait qu'elle était dangereuse. Lu Yang s'approcha de Baishi et lui demanda s'il était encore en vie. À ce moment-là, Baishi était allongé sur le ventre. Il avait trop mal pour bouger. Tôt le matin, le lendemain, le lapin a déclaré que, quelle que soit la personne qui prenne le volant, il ne lui viendrait pas en aide.
Baishi a joint les mains et a déclaré qu'au lieu de s'embêter avec ses gamins, il préférerait dormir en ce moment. Dumo s'approcha de Baishi et lui demanda « Même moi ?» À ce moment-là, Baishi était encore plus agacé. Tout à coup, Dumo sentit une présence derrière lui. Il se sentit immédiatement mal à l'aise et pris de panique, et sursauta violemment sous l'effet de la peur. « Mais vous n'êtes même pas marié. Comment avez-vous pu faire ça ?» demanda-t-on. Baishi esquissa un sourire en coin et répondit « Faut-il vraiment être marié pour protéger quelqu'un ?» À ces mots, Lu Yang rougit vivement, pris de gêne. Lu Yang s'est écrié d'un ton sec. C'est parce qu'il est un faucon qu'il a tendance à attraper et à mordre sa proie. C'est pour ça qu'il aime tant mordre la patte. L'un des gars a dit qu'il avait pensé tout ce temps que le président du syndicat ne voulait absolument pas avoir d'enfants, car au travail, il dispose d'une boîte entière qui permet de se débarrasser des enfants indésirables. Lu Yang a pris cette nouvelle très à cœur. Tout à coup, la voiture des garçons fait un petit détour pour éviter de tomber sur des invités indésirables. Baishi a sorti son arme. Il était prêt à tirer à tout moment. Cependant, le silence revint, et seul Lanbo s'approcha de Baishi et lui dit « M'embrasser ?» Baishi fut surpris de constater que le Rusal commençait désormais à comprendre de plus en plus vite, et qu'il avait appris à prononcer davantage de mots. Baishi s'est approché du blond et lui a dit qu'il avait réfléchi un peu et qu'il pensait qu'il fallait d'abord se battre, et qu'on verrait pour le reste plus tard. Ils en discuteraient à la maison. Le temps a passé. Baishi a indiqué qu'il ne restait plus que 3 équipes dans l'arène, qu'il y avait 3 ascenseurs dans le bâtiment, que 2 d'entre eux nécessitaient un code d'accès, et que, comme ils s'étaient séparés, Dumo avait pris les escaliers en premier pour s'emparer de la caisse de munitions. À ce moment-là, Lu Yang a demandé « Alors pourquoi la mission que j'ai acceptée précise-t-elle que je dois chercher un appareil photo ? Tu n'es toujours pas satisfait de nos scores, que tu trouves trop bas ? On est quand même 2e. Ou bien tu comptes dépasser les chasseurs de fantômes ? Écoute-moi bien, on ne va pas se lancer dans cette mission, déclara Baishi d'un ton résolu. Baishi regarde l'homme, qui était tout taché de ketchup, et demande « Ce ne serait pas le capitaine des chasseurs de fantômes ?» Peu après, les participants entendent l'annonce suivante. La cible 15-13 a tué He Wenyi, ce qui a surpris tout le monde. Baishi fronça les sourcils. Il en déduisit que la personne résidant au numéro 15-13 n'était autre que Shen Nuimu, et qu'elle se trouvait actuellement dans l'immeuble. Le gars a convoqué tout le monde en urgence pour une réunion, au cours de laquelle il a déclaré « Pour l'instant, on n'a pas le temps de se disputer avec le monstre. Alors voilà ce qu'on va faire. » Baishi poursuit son raisonnement. Tout d'abord, nous devons protéger l'équipe des chasseurs de fantômes. Tout le monde a alors regardé son chef d'un air pensif. Baishi vient en aide à l'équipe des chasseurs de fantômes. Il demande à leur chef de tenir bon, car s'ils venaient à mourir, ils se retrouveraient en tête du classement. Or, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Le commandant, méfiant, demande au jeune homme de ne pas le toucher, car il n'est pas médecin et ne peut donc en aucun cas l'aider. Quant à Baishi, il a saisi le jeune homme par le col de sa chemise et lui a demandé s'il avait vu Shen Nuims ici. Le garçon baisse la tête et dit qu'il n'a vu personne de ce genre. Il leur a ensuite dit qu'une force invisible les avait attaqués. Peu après, le capitaine Bai entendit qu'on l'appelait par radio. Il répondit alors et demanda à Dumo à quel étage il se trouvait. Dumo a répondu qu'il n'en savait rien, mais qu'il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'ascenseur.